Donc d'abord, premièrement, je vais vous rappeler brièvement ce qu'est l'Observatoire Macro. Donc l'Observatoire Macro du CEPREMAP, c'est une entité qui regroupe deux savoir-faire, finalement un savoir-faire en logiciel. Donc il y a un logiciel qui est développé depuis une trentaine d'années par le CEPREMAP qui s'appelle DINAR, qui est un logiciel de modélisation et d'estimation économétrique des modèles et qui a à peu près 70 000 téléchargements par an. Donc c'est un logiciel assez très connu, très utilisé dans le monde entier. Et puis, la deuxième source évidemment d'informations que l'on a, c'est les données. Et donc, on a créé depuis 5-6 ans une base de données qui s'appelle DBnomics, qui est un serveur qui peut chercher en ligne un ensemble de données macroéconomiques sur 70 entités statistiques, avec plus de 900 millions de séries disponibles macroéconomiques à l'heure actuelle. Donc, ces choses sont disponibles en ligne et gratuitement pour tous, évidemment. Alors, l'apport du CEPREMAP, c'est évidemment de développer ces outils pour tous, et puis évidemment de les utiliser, et puis d'en faire certains exemples. Et donc aujourd'hui, je vais me prêter à l'exercice d'utiliser ces outils pour l'évaluation du budget du gouvernement de cette année. Et l'intérêt particulier de ces outils, c'est qu'ils permettent une compréhension des comportements microéconomiques des agents, de les agréger, et donc du coup après de pouvoir simuler l'économie française si telle ou telle réforme n'avait pas eu lieu, et donc de pouvoir ainsi l'évaluer de manière rétrospective. Donc voilà les outils. Maintenant je vais vous parler plus exactement de 4 questions aujourd'hui. Donc je vais essayer dans un premier temps d'évaluer quelle est l'ampleur de la crise en la comparant à d'autres crises connues précédemment, et puis je vais essayer avec ces outils d'essayer de comprendre si cette crise et ses particularités sont plutôt liées à des spécificités des chocs qui sont les chocs Covid de la crise qu'on a connue, ou est-ce que finalement les mesures prises par le gouvernement font de cette crise une crise particulière. Ensuite, je vais traiter un problème un peu particulier qui était une grande mesure pendant cette crise, qui était le chômage partiel. Donc je vais regarder un peu quel est l'impact du chômage partiel et quel est son bilan financier finalement ex post. Et puis enfin, je vais essayer de tracer une trajectoire de croissance qui, en fait, qu'est-ce qu'on peut prévoir sur les années à venir jusqu'en 2025 de ce que sera la croissance française, étant donné les prévisions budgétaires du gouvernement, bien sûr. Alors, quelle est l'ampleur de cette crise? Donc, pour la caractériser, on peut prendre assez rapidement cette petite figure qui a l'intérêt de présenter finalement sous les formes des 3 quinquennats qu'on a connus là dernièrement, 2 crises, et dont un quinquennat sans crise et 2 quinquennats avec crise. Donc on a un quinquennat qui est le premier quinquennat Sarkozy, où on voit qu'il y a une crise financière assez importante qui fait perdre à peu près 4 points de PIB. Évidemment, sur la dernière crise, l'amplitude de la crise est beaucoup plus importante, puisque c'est quasiment 16 points de PIB qui sont alors perdus. Deuxième chose importante qu'il faut remarquer, c'est que si on trace un potentiel de croissance qui était la croissance du PIB par tête observé au début du quinquennat Sarkozy, 1,2 de croissance par tête, c'est-à-dire en niveau 1,5 de croissance, si on rajoute la croissance démographique, vous voyez que là, on perd à la fin du quinquennat Sarkozy, la persistance du choc est très très forte, puisqu'en fait, à la fin du quinquennat Sarkozy, on a à peine retrouvé le niveau de PIB du début du quinquennat Sarkozy. En revanche, ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que la crise Covid, en fait, est assez vite résorbée, si on veut, puisque finalement, aujourd'hui, on a un niveau de PIB qui est PIB par tête qui est à un niveau supérieur que le niveau de PIB par tête au début du quinquennat Macron. Donc finalement, ce choc très important, eh bien, est très peu persistant. Et donc, si on admet que finalement la perte du choc financier est persistante et qu'on reprend ce trend de croissance de 1,2, étant donné qu'on a perdu tout ça et que ce ne sera pas rattrapé du fait de la crise financière, on s'aperçoit que finalement, on arrive quasiment à un rattrapage de ce 1,2 de croissance à la fin du quinquennat. Donc finalement, on a une vision assez optimiste finalement de ce choc, puisque c'est un choc finalement qui a été très très ample, 4 fois plus grand que le choc financier en termes au creux de la crise, on perd 4 fois plus que lors de la crise financière. Par contre, la chose positive, c'est que finalement ce choc est très peu persistant. La perte Sarkozy, du choc financier, c'est une perte non rattrapée, alors que finalement on s'aperçoit que sous le quinquennat Macron, on peut rattraper un choc beaucoup plus ample.
Donc ça, c'est assez positif. Évidemment, ça tient certainement au fait que ce choc financier est un choc éminemment économique qui détruit de la confiance dans les investisseurs et qui effectivement peut-être ne pourra pas être rattrapé de sitôt quand on détruit de la confiance économique et donc du réseau économique, alors que ce choc, qui finalement on enferme les gens pendant un certain laps de temps, rien ne s'est passé finalement de très particulier au niveau économique, et bien évidemment quand les gens se remettent à respirer en sortant la tête de chez eux, et bien finalement ça reprend assez vite. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer ce choc et essayer de voir quels sont finalement les facteurs déterminants sur la rapidité de la sortie de crise. Donc évidemment, il y a on va examiner deux choses. Est-ce que c'est finalement lié aux spécificités des chocs Covid qui sont relativement petits et pas très persistants, ou est-ce que c'est dû finalement à aux très fortes mesures mises en place par le gouvernement? Donc on va essayer de disséquer les deux choses en identifiant d'une part l'amplitude des chocs Covid et en identifiant d'autre part les mesures prises par le gouvernement. Donc comment expliquer donc évidemment, le problème des chocs Covid, évidemment, comme vous l'avez tous en tête, c'est que ce ne sont pas des chocs économiques. Donc il faut les rajouter dans les modèles économiques que nous avions précédemment construits et sur lesquels on avait beaucoup travaillé, parce que cette crise sanitaire, c'est quelque chose de relativement peu économique. Donc on a rajouté dans nos modèles économiques des contraintes qui font que les échanges sur les marchés des biens et des services ne sont pas tous possibles. On a rajouté aussi le fait que dans les modèles, il n'était pas possible d'aller travailler quand on voulait et où on voulait. Donc on a rajouté des contraintes sur les possibilités de travail dans les modèles. On a rajouté évidemment des contraintes sur les possibilités d'échanges internationaux. Donc une fois qu'on a rajouté ces trois, entre guillemets, types de chocs Covid, on peut les évaluer étant donné ce que l'on a aussi comme information sur ce qu'a fait le gouvernement chaque trimestre depuis 2019. Donc évidemment, on a ces deux impulsions différentes en fait. Ça c'est des chocs assez négatifs, ça ce sont des choses assez positives, et donc on a cette possibilité avec les modèles d'identifier à la fois de révéler finalement des chocs Covid étant donné la réaction du gouvernement. Donc une fois qu'on a fait cela, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le PIB en France perd par rapport à son niveau de début d'avant-crise, perd à peu près 17 points. Au creux, donc on est en T2 là, au T3 pardon, et ensuite on remonte assez rapidement et finalement en 2022, à la fin de cette année, donc en T4 là, on arrive à rattraper le niveau de PIB d'avant-crise. Donc c'est un choc qui est finalement très très important, 17 points, et qui se rattrape finalement assez rapidement puisqu'à la fin de cette année, en 2022 T4, on sera au niveau de PIB par tête équivalent à celui d'avant-crise. Alors la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui se serait passé si le gouvernement n'avait pas pris ces mesures exceptionnelles durant la crise? Alors ce qui se serait passé, d'après nos prévisions, c'est que finalement la chute du PIB au creux de la crise n'aurait pas été de 17, mais de 37. Donc 37 points de PIB perdus. Et évidemment, le retour à la situation pré-crise aurait été beaucoup plus long puisqu'on y serait arrivé un an plus tard. Donc tout ça, ça nous conduit à une évaluation assez importante des mesures gouvernementales qui sont que ça nous a permis finalement de ne pas avoir à subir toute la perte supplémentaire que ce que nous a fait subir la crise observée. Donc toute cette perte supplémentaire, c'est-à-dire la surface ici perdue, c'est l'équivalent de quasiment la moitié du PIB de 2020, 40,5% exactement. Donc ce que nous ont permis, les mesures gouvernementales nous ont permis de récupérer finalement toute cette partie de PIB qui aurait été perdue s'il n'y avait eu que les chocs Covid dans l'économie française. Ensuite, il faut que vous remarquiez une chose, évidemment, deuxième remarque, évidemment, je vais l'oublier, c'est que, évidemment, les mesures gouvernementales nous ont également permis de sortir beaucoup plus vite de la crise que sans mesure, puisqu'en gros, on gagne 5,5 trimestres en vitesse de sortie de la crise. Deuxième chose qu'il faut remarquer ici, c'est que, ici, vous avez deux types de surface, un effet à court terme, c'est-à-dire dans les 2 ans de crise, et puis un effet à long terme. Et donc ça, on peut le décomposer en fonction des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Donc en particulier, on peut voir que si
je retire, si je ne mets que dans mon économie que les mesures du gouvernement qui sont les mesures de soutien à la consommation via les dépenses publiques de consommation, eh bien, j'ai évidemment j'amortis la crise, mais un peu moins que tout à l'heure, bien sûr, avec l'ensemble des mesures, mais surtout, on voit que ces mesures, à long terme, s'estompent, et en 2025, évidemment, j'ai plus d'effet des mesures gouvernementales. Si les mesures gouvernementales liées aux dépenses supplémentaires de consommation publique. Donc ça, si je n'avais que les dépenses supplémentaires, si j'enlevais les dépenses de consommation publique, j'aurais perdu 100% du PIB de T1, c'est-à-dire 25% du PIB annuel de 2020. Maintenant, évidemment, ça, du coup, ça vous met immédiatement, ça vous montre qu'une grande partie de l'amortissement de la crise liée aux mesures gouvernementales à court terme est liée aux dépenses publiques supplémentaires faites durant cette période. Par contre, évidemment, je n'explique pas l'effet de long terme. Donc l'effet de long terme, on va le voir tout de suite, c'est en gros lié au fait que la fiscalité est prévue pour être en baisse continue jusqu'en 2025. Et donc, si j'introduis la baisse de la fiscalité, je récupère l'effet de moyen long terme lié à ces baisses de charges sur les entreprises et d'impôts sur les ménages. Et donc, du coup, on a comme ça une décomposition de la crise où finalement on peut résumer, où on peut dire que les mesures du gouvernement durant la crise ont permis finalement de récupérer quasiment 20 points de PIB au creux de la crise, ont permis évidemment d'accélérer la reprise de l'économie française en gagnant 5 trimestres en dessous du PIB de son niveau pré-crise. Et on s'aperçoit également que finalement 85% de la stabilisation est liée aux dépenses au supplément de dépenses gouvernementales durant cette crise, alors qu'à moyen terme, 85% des gains de PIB sont liés aux baisses de taxes sur les entreprises et sur les ménages. Alors maintenant, évidemment, c'est des dépenses supplémentaires, c'est des taxes en moins, donc évidemment, tout le monde s'inquiète sur la dette. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai tracé 3 trajectoires de dette. Bon, évidemment, en noir, c'est la dette observée, le ratio dette sur PIB. Et donc, comme vous le voyez, eh bien, il augmente. Évidemment, il augmente beaucoup durant cette période, par rapport surtout à ce qui était prévu, je vous rappelle, par les précédents projets de loi de finances, où il était prévu en 2019-2018 que la dette allait baisser. Donc ça, c'est la trajectoire bleue prévue par les précédents projets de loi de finances. Donc évidemment, la trajectoire est très différente. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est qu'on peut aussi retracer un autre ratio dette sur PIB qui serait le ratio dette sur PIB si le gouvernement n'était pas intervenu. Donc si le gouvernement n'était pas intervenu, évidemment, le PIB aurait fortement chuté et donc, de fait, le ratio dette sur PIB aurait énormément augmenté. Et là, on voit que la hausse de ce ratio aurait été assez considérable. Donc évidemment, là, vous voyez que ces dépenses supplémentaires ont induit 15 points, du ratio de dette sur PIB en plus. Si je n'avais pas pris ces mesures gouvernementales, eh bien, le ratio de dette sur PIB aurait encore plus augmenté parce qu'évidemment, il y aurait eu toujours le train de dépenses gouvernementales, mais le PIB aurait énormément décru. Donc, on aurait pu avoir un pic de 45% de dette, du ratio de dette, une augmentation de 45% du ratio de dette sur PIB en cette période, donc ce qui l'aurait conduit à être au-dessus des 150%. Mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce que c'est finalement un accroissement de ratio de dette sur PIB exceptionnel? Donc pour répondre à cette question, il suffit simplement de le comparer à ce qui s'est passé lors de la crise financière. Lors de la crise financière, finalement, l'accroissement du ratio de dette sur PIB, c'est ce que je vous ai tracé ici en noir, et on s'aperçoit que finalement, l'accroissement du ratio dette sur PIB en 2008 a été du même ordre de grandeur que l'accroissement du ratio dette sur PIB en cette crise Covid. Donc finalement, en termes de finances publiques, la réponse qui a été apportée dans les deux crises en termes de ratio dette sur PIB, en termes d'endettement pour la nation, est approximativement du même ordre. Donc, voilà pour la partie macro. Donc maintenant, ce que l'on peut un peu plus se questionner, c'est qu'est-ce que ça a eu comme impact sur l'emploi et sur le chômage, et en particulier, quels ont été les impacts du chômage partiel, les mesures de chômage partiel. Donc, le chômage partiel, c'est quand même un phénomène très important, et je vous rappelle que avant la crise, le taux de chômage était de 7,8%, c'est-à-dire 2 300 000 demandeurs d'emploi. Au pic du premier confinement, on était à 6 798 000 personnes
non employés, puisqu'il y avait les demandeurs d'emploi plus les gens en chômage partiel. Donc ce qui est quand même une somme de personnes assez colossale. Alors évidemment, les personnes derrière ces gros chiffres macro ne sont pas du tout les mêmes. Vous voyez que ceux qui ont été très très fortement touchés, impactés par le chômage partiel, sont plutôt les gens qui n'ont pas de diplôme ou un CAP, BEP, puisque ces deux catégories de la population française ont connu un excès de chômage de 20 points ou de 25 points, de non-emploi, pardon, dans cette période, alors que les autres catégories, vous voyez, par exemple au deuxième confinement, les cadres, les professions supérieures et les bacheliers Bac plus 2 ont été quasiment pas touchés par les différents confinements. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le chômage partiel, révélé par le modèle. Par contre, bonne nouvelle, à la fin des périodes de confinement, finalement, tout le monde se retrouve quasiment sur la même trajectoire de chômage, et donc les inégalités sont complètement effacées par les mesures. Une autre manière de voir les choses, c'est de se dire, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le chômage partiel? Donc, s'il n'y avait pas eu le chômage partiel, je peux tracer la trajectoire d'ajustement du chômage liée au fait que les gens, ici, là, sont au chômage partiel, donc il est assez facile de retrouver un emploi. Donc ça, c'est la trajectoire de l'économie française quand je sors des confinements et que je laisse reprendre les emplois. S'il n'y avait pas eu le chômage partiel, évidemment, toutes les personnes auraient connu des difficultés à reprendre un emploi. Et le niveau de chômage serait beaucoup plus élevé. Donc, j'aurais ces trajectoires-là d'emploi, de chômage, pardon, et on voit immédiatement que le fait d'avoir mis en place le chômage partiel réduit énormément les durées de chômage. Ok. Et après, je peux donc faire, évidemment, du coup, comme j'ai le modèle, je peux faire le bilan comptable du chômage partiel et donc mesurer ce que coûte le chômage partiel dans mon modèle, approximativement 32 milliards. Si je n'avais pas mis en place le chômage partiel, durant les différents confinements, ça aurait coûté quand même 27 milliards d'euros, parce qu'évidemment, les gens auraient quand même été licenciés parce qu'il n'y avait pas de travail. Donc, ça aurait coûté 27 milliards d'euros. Mais comme il est plus difficile de retrouver un emploi quand il n'y a pas le chômage partiel parce que je suis réellement au chômage et que je dois trouver mon entreprise, ça aurait mis des mois et des mois de reprise d'emploi et ça aurait coûté 6 milliards. Donc finalement, au bilan, 27 plus 6 égale 33, ce qui n'est pas finalement très très différent des mesures de chômage partiel. Donc on peut dire aussi que le gouvernement a ici aussi mis en place une mesure qui est finalement pas très coûteuse étant donné la fluidité qu'elle a apportée et l'assurance qu'elle a apportée sur le marché du travail. Bien sûr, évidemment, ici, mes mesures sous-évaluent les bienfaits du chômage partiel puisque, évidemment, je ne compte pas les gains en capital humain économisés par le fait que je n'ai pas licencié les gens. Évidemment, vous allez me dire, le fait d'avoir mis en place le chômage partiel a un impact fort sur la productivité puisque je garde en emploi des gens qui travaillent 0 heure et donc, évidemment, ça a un impact monstrueux sur la productivité, c'est vrai. Vous voyez qu'ici, la productivité par emploi a énormément baissé durant la crise. Effectivement, la courbe noire vous montre bien que cette productivité par emploi a énormément baissé, qu'elle a du mal à revenir à son niveau d'avant-crise, puisqu'évidemment, il y a encore aussi aujourd'hui encore des emplois qui ne sont pas à 100% de leur potentiel, et donc cette productivité est un peu basse. Mais ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que comme les entreprises peuvent ajuster par le nombre d'heures, et bien évidemment, vous regardez que la productivité horaire du travail, elle, par contre, reste sur une tendance qui est sa tendance relativement de long terme. Donc, la productivité française n'a pas non plus été affectée par ces mesures de chômage partiel. Et donc, on peut envisager qu'à long terme, cette productivité restera sur son sentier de croissance. Donc maintenant, je vais en arriver à la partie conclusive. C'est qu'est-ce que ça nous dit maintenant, finalement, sur la fin sur la trajectoire de croissance à venir. Eh bien, on peut, grâce au projet de loi de finances, projeter les différentes dépenses gouvernementales prévues pour les différentes années futures jusqu'en 2025. Et vous voyez ici que je peux, du coup, faire la prévision du PIB français, du PIB par tête français jusqu'en 2025. Alors, comme vous le voyez, de manière pessimiste, je pourrais dire ça, c'est pas terrible parce que finalement, je n'arrive toujours pas à rejoindre cette espèce de tendance qui aurait été le 1,2 de croissance si on n'avait pas eu ces deux crises successives. Là, vous voyez que j'arrive pas très bien à le récupérer. Par contre, une autre manière plus positive de voir les choses, c'est que par rapport au 1,2 de croissance, qui serait le 1,2 partant finalement de la crise financière qu'on ne pourra jamais rattraper parce qu'elle détruit à tout jamais certaines ressources, eh bien là, vous voyez que je suis de manière assez permanente au-dessus de ce fameux 1,2. Et donc, on voit que en moyenne, depuis 2017,
je serais plutôt sur une trajectoire de croissance de 1,35% du PIB par tête. Ce qui me fait donc une élévation de 0,15 points de taux de croissance en France pour 2017-2025. Donc là, on est sur une trajectoire de croissance plutôt optimiste. Donc on a l'impression que d'après nos projections, le gouvernement serait en mesure de projeter la France sur un niveau de croissance supérieur à ce qu'il a été depuis quasiment 20 ans. Voilà, je vous remercie. Donc rapidement, je peux vous rappeler les conclusions de cette étude. Bon, une forte crise, très ample, un rebond très rapide. On prédit que les pertes de PIB vont être facilement et rapidement rattrapées. On voit que finalement, financièrement, le chômage partiel est une affaire qui n'a pas coûté énormément d'argent à la France. On peut même dire qu'elle a pratiquement rapporté de l'argent à la France. Le ratio dette sur PIB a augmenté, certes, mais pas plus que dans toutes les autres crises. Il faudrait plutôt apprendre à le baisser lorsqu'il n'y a pas de crise. Et enfin, la trajectoire de croissance prévue par les finances publiques est une trajectoire de croissance qui serait un petit peu en hausse par rapport à ce qu'on a connu depuis 15 ans. Donc voilà, je vous remercie. Donc si vous avez des questions, je vais les prendre par grappe de 3, si ça ne vous dérange pas. Donc je vous écoute. Il n'y a pas de questions? Oui. Oui. Il y en a qui ressemblent beaucoup à celles qui ont été exprises ailleurs, mais... Pardon, merci. Oui, une question de comparaison internationale. Dans l'arsenal utilisé par le gouvernement français, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ce qui a été fait ailleurs, mais il y a aussi des choses spécifiques. Quand vous comparez la situation de la France et sa reprise, est-ce que vous voyez justement des choses différentes de ce qu'on observe ailleurs, liées à des politiques spécifiques qui auraient été mises en place? Alors, je ne l'ai pas fait, donc je peux y répondre en improvisant. Ce qui serait très intéressant de faire, ce serait de diminuer, par exemple, les rémunérations touchées au chômage partiel pour les mettre à hauteur de celles qui ont été données en Allemagne et voir, en fait, finalement, le gain budgétaire qu'il pourrait y avoir à économiser sur ces pauvres gens mis en chômage partiel. Mais attention, en les mettant en chômage partiel, du coup, je diminue les transferts dans mon économie, donc je diminue les potentialités de consommation dans mon économie. Donc à court terme, je pense que au creux de la crise serait plus important. Donc il faudrait avoir cet arbitrage. Donc c'est une simulation qui serait intéressante à faire. Donc en diminuant les transferts du chômage partiel que j'ai mis dans mon modèle, mais qui étaient donc les transferts français, en les diminuant un petit peu, disons de 15% par rapport à ce qu'est la rémunération au chômage partiel en Allemagne, et du coup voir un scénario de différence, et voir en différence ce qu'aurait pu être la France avec une indemnisation du chômage partiel à l'allemande, par exemple, qui serait un exercice effectivement intéressant. Parce que pour continuer un peu sur cette question, brièvement, s'il n'y a pas d'autres questions, mais qui fait suite à ce que disait François à l'instant, si on compare aux États-Unis, la grande différence, elle est moins dans le rebond, même s'il est peut-être un tout petit peu plus rapide aux États-Unis en PIB, compte tenu de l'ampleur aussi beaucoup plus considérable des mesures de politique publique qui ont été faites. Mais on a le sentiment que la grande différence, elle est en effet sur le marché du travail, avec un retour à l'emploi beaucoup plus difficile aux États-Unis, beaucoup moins souhaité aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties en pré-retraite, il y a une difficulté à convaincre les gens à revenir sur le marché de l'emploi, et tout ça ne pourra pas être modélisé. Mais tout de même, avec les éléments de modélisation que tu as, on peut voir, on peut faire le calcul, en effet, c'est ce que tu as présenté, mais on pourrait le détailler un peu plus, de ce qui a été économisé en termes d'offres vacantes non remplies par le recours au chômage partiel. C'est-à-dire qu'en maintenant les gens attachés à l'emploi, on évite qu'ils deviennent chômeurs et trouvent des difficultés à revenir à l'emploi. Ces difficultés dans les modèles, elles sont plutôt du côté de la contrainte qui pèse dans le processus de matching, mais on pourrait aller, je pense, un cran plus loin et voir ce qui, dans la courbe de Beveridge, c'est-à-dire cette relation entre chômage et emploi vacant, s'est véritablement déplacé au cours du temps pour rajouter un élément de comparaison avec les États-Unis. Donc là, c'est vrai que nous, en France, avec les mesures de chômage partiel et son amplitude, les problèmes de reprise d'emploi et d'inadéquation de jobs
quand on est à rechercher un travailleur ou qu'un travailleur recherche un emploi, ils sont quasiment inexistants. Donc effectivement, la friction liée à l'inadéquation entre offre et demande est très très minimisée dans notre cas. Alors qu'effectivement, aux États-Unis, comme dit Daniel, le problème énorme, c'est que beaucoup de gens se retrouvent à rechercher un nouveau poste, un nouveau contrat, et donc la possibilité de traîner pendant 2-3 ans un mismatch sur le marché du travail, donc des pertes potentielles de productivité, est assez importante. Ça aussi, ça a été économisé. Là, c'est vrai que dans ce que j'ai présenté, je n'ai pas mesuré en termes d'euros ces gains, mais effectivement, ils existent. On pourrait le mesurer en sachant quand même qu'il y a des difficultés de recrutement, malgré ces mesures de chômage partiel. Donc le déplacement qu'on observe aux États-Unis, la difficulté de recrutement qu'on observe aux États-Unis, elle est en partie due à leur propre procédure, je licencie et je réembauche. Chez nous, c'est atténué, mais il y a quand même des difficultés de recrutement. Donc on pourrait en quelque sorte mesurer les tensions nouvelles qui résultent, qui ne s'expliquent pas seulement par les mesures de chômage partiel, mais qui s'expliquent par ce qu'on sait, le désir de reconversion, le refus de revenir à des emplois mal payés dans l'hôtellerie, la restauration. Il y a un zoom additionnel qui peut être fait, qui serait très intéressant à mesurer chez nous. Et juste une toute petite micro-question sur le 1,35, tu peux nous en dire un peu plus, parce que si on prend comme hypothèse qu'il y a une espèce de 30 de productivité globale à 1,2, le 1,35, ça reste de l'ordre du rebond quand même. Le 1,35, de manière un peu... Moi, ce que j'ai fait de manière un peu naïve pour illustrer en fait ces courbes qui ne sont pas très lisibles parce qu'elles oscillent beaucoup, ce qu'on fait ici, en fait, c'est simplement mesurer la croissance moyenne depuis 2017 jusqu'à 2025, qui est envisageable étant donné ce qu'on observe de cette courbe-là. Donc cette courbe-là, évidemment, là, elle a un excès de croissance par rapport à 1,2. Là, elle a un déficit. Après, elle a un excès de croissance. Et quand je compense ces excès et ces déficits, ça me donne 1,35 de croissance par an en moyenne depuis 2017. Mais le 1,35, tu le calcules dans ton... Parce qu'il y a des prévisions dans ton 1,35. Donc ces prévisions incluent quelque chose. Donc elles incluent le fait que le gouvernement nous dit aujourd'hui que dans le projet de loi de finances, il y a des dépenses de consommation supplémentaires, des dépenses d'investissement supplémentaires, des baisses de taxes supplémentaires qui sont dans cette trajectoire rouge de croissance. Évidemment, on pourrait faire un autre scénario de croissance à la place de celle qui est dans le projet de loi de finances de ce soir. C'est ça. C'est juste pour préciser que ton 1,35 inclut les simulations du gouvernement, parce que sinon on ne comprend pas. Bien sûr. Okay.